Donc bonjour à toutes et tous, merci d'être venus à ce webinaire aussi nombreux. Donc c'est le deuxième webinaire pardon, de notre série de 4 webinaires qui est sur le thème de la formation sur la haie et l'arbre champêtre, donc tout ce qui est diagnostic, gestion et biodiversité. Donc on est sur la deuxième édition de ce format de webinaire, donc deuxième année qu'on fait ce format-là, et c'est rendu possible grâce au partenariat entre les deux structures, nos deux structures, qui sont donc la Fédération nationale des chasseurs et Réseau et France. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet du diagnostic territorial sur l'état des haies, qui va se décomposer en 4 parties. On aura d'abord une première partie sur pourquoi réaliser un diagnostic de l'état des haies, une deuxième partie sur la méthodologie du diagnostic qualificatif des haies, une troisième partie où on aura plutôt une vue des résultats sur les deux départements qui vont vous être présentés, donc la Creuse et le Gers. Et ensuite, on verra en dernière partie les perspectives de valorisation de ce travail. Et donc pour ça, je vais être accompagnée en premier de Catherine Moret de Réseau et France, qui va plutôt animer les temps de questions-réponses, et de deux intervenants aujourd'hui, qui sont donc Florentin Bras du CPIE, donc c'est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc lui, ce sera plutôt pour les pays creusois du coup, et de Gladys Bonnet, donc de la Fédération nationale Fédération départementale des chasseurs du Gers, donc du département 32. Donc, petite précision avant de commencer, enfin deux petites précisions. Donc, la première, c'est que ce webinaire, il est enregistré et le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Réseau et France et vous sera également envoyé par mail. Et deuxième petite précision concernant les questions, vous pouvez les poser dans l'onglet qui est dédié, donc que vous avez en bas de la fenêtre Zoom, qui s'appelle donc questions et réponses, un Q&R. Elles seront soit répondues au fur et à mesure des présentations par nos intervenants s'ils ont le temps ou par Catherine Moret. Donc, au fur et à mesure, vous aurez les réponses. Soit elles seront posées directement lors des temps de questions-réponses qui sont donc animés par Catherine. Comme vous pouvez le voir, donc il y en aura deux. Il y en aura un après la partie sur la méthodologie et un après la partie résultat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat quand elles viennent et on y répondra en temps voulu, donc soit dans le chat, soit en direct. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Je vais laisser la parole à nos deux intervenants qui vont faire cette présentation à deux voix. Et je vous souhaite un bon webinaire à toutes et tous. Bonjour à tous. Alors j'ai cru voir. Ok, c'est bon. Vous voyez le bon écran. Donc, bonjour à tous. Donc je suis Florentin Brard, chargé de projet et au CPIE des Pays Creusois. Et donc je travaille sur la haie depuis 2020-2021, depuis ce fameux diagnostic territorial. Donc pourquoi est-ce qu'en Creuse et dans le Gers, et puis aujourd'hui d'ailleurs également dans les Landes et sur d'autres territoires, nous réalisons un état des lieux du bocage, de notre bocage départemental. Je vais vous expliquer un petit peu la genèse du projet. Donc en Creuse, on est le deuxième département le plus bocagé de Nouvelle-Aquitaine, avec environ 35 000 kilomètres de haies selon les données IGN. Et d'ailleurs, d'après d'autres données, on tournerait bien autour de ce linéaire-là. Le bocage est quelque chose de très patrimonial en Creuse, et d'ailleurs une enquête de Creuse Tourisme indiquait que 80% des touristes venaient notamment pour le paysage très vert de la Creuse, et c'est lié à son bocage et à la présence également de forêt. Donc au début, la DDT et l'OFB nous avaient sollicité parce qu'ils avaient beaucoup de retours du territoire sur une impression de disparition du bocage, d'arrachage. Et on n'avait pas de connaissances qualitatives sur le bocage. On ne savait pas si cet arrachage était effectivement vrai. Et donc on a déposé un projet qui s'est appelé Vers une gestion durable des haies de la Creuse. Donc
Ce projet a regroupé quatre structures, le CPIE, le CIE de la Creuse. Donc CPIE, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est Centre permanent d'initiative pour l'environnement, hein, on est une association. On travaillait déjà avec le CAUE, pardon, de la Creuse en local et se sont ajoutés en tant que porteurs notamment techniques du sujet, la fac agroforesterie aujourd'hui Réseau et France et Promet en Nouvelle-Aquitaine. On a pu déposer un projet, c'est plutôt bien tombé au niveau période, dans le cadre de l'appel à projet MOB Biodiv 2020 de l'OFB. Et donc, on a eu des compléments de financement également par la région de la Nouvelle-Aquitaine et le département de la Creuse. Et donc, à la suite de ce constat et de la sollicitation de la préfecture et de l'OFB, on s'est fixé une ambition commune, résumée en trois objectifs. Donc, quel type de gestion de haies on retrouve sur le territoire départemental? Quelle physionomie et typologie de haies également on retrouve? Et puis, comment faire émerger des changements de pratique pour tendre vers une gestion durable de la ressource? Donc ça, ce diagnostic s'est déroulé de 2020, 2021 à 2023. Et donc, on a eu quatre axes de travail. Un diagnostic qualitatif technique du bocage, donc on va vous présenter aujourd'hui. Une partie plutôt sociale, représentation du bocage, avec un diagnostic qualitatif qu'on apportait en interne au CPIE avec le CAUE et un mini audit patrimonial. Et puis des actions de communication, de sensibilisation de tous les publics et un début d'accompagnement au changement de pratique des agriculteurs. Donc notamment ce qui était assez ambitieux et assez novateur, et puis ce qui a permis de continuer à dérouler le fil, parce qu'aujourd'hui on est toujours dans les suites de ce projet, c'est cette approche à la fois patrimoniale et cette approche qualitative du diagnostic. Donc, je ne vais pas vous détailler l'audit patrimonial, c'est une méthodologie donc d'audit du patrimoine portée par AgroParisTech. Et donc, peut-être que dans un autre cadre, on pourra vous présenter plus précisément cette approche. Je vais laisser la parole maintenant à Gladys. Bonjour à tous. Donc, je suis Gladys Gonnet, la directrice de la Fédération des chasseurs du Gers. Bon, je m'excuse par avance, dans le Gers, le paysage, on va dire, est un petit peu différent de celui de la Creuse. On n'est pas sur un contexte fondamentalement bocager sur le Gers. Je veux bien, Florentin, que tu mettes la diapositive suivante. Donc là, sur le département, on est plutôt sur on va dire un territoire qui n'est pas forcément très bocagé, qui présente une grosse hétérogénéité. Typiquement, le Gers est assez caractérisé par justement ces coteaux abrupts, cette continuité finalement pyrénéenne, où on a une partie très abrupte, on va dire, donc les parties de serre, où sur ces zones-là, on a quand même globalement de l'arbre qui a pu être conservé. On a des parties de pente un petit peu plus douces, suivies voilà, de zones de vallée, où là, par contre, ces dernières années, on a pu constater qu'il y a vraiment eu une accélération des prélèvements sur ces secteurs, ce qui a apporté finalement la genèse de toute cette initiative portée autour du diagnostic. Voilà, je le disais, finalement, les constats locaux rejoignent finalement, pour notre part, ces tendances qui ont pu être démontrées et suivies nationalement. Donc, on a vu, et ça, c'est vrai que ça s'est vraiment accentué, nous, on l'a remarqué depuis 2021, on a eu de grosses coupes à blanc qui ont été réalisées le long des ripisylves notamment. Donc, on avait déjà pas beaucoup de haies sur certains secteurs, donc forcément, ça nous a alertés. Et ça nous a poussé à retravailler finalement sur l'aspect multifonctionnel de la haie pour réaméliorer les connaissances, pour être en mesure vraiment de travailler sur tout l'aspect derrière de sensibilisation. Parce qu'on a senti que de toute façon, du fait qu'on n'est pas sur un territoire spécialement bocagé, il y a eu cette perte, je pense, de culture aussi bocagère, cette perte de la perception des services qui sont rendus. Donc on s'est dit, avant même de travailler, même s'il y a un travail de fond qui se fait à côté avec l'appui national sur les aspects réglementaires, on s'est dit, il y a un gros travail de fond à faire sur l'amélioration des connaissances des fonctionnalités réellement rendues pour notre territoire. Donc c'est vraiment dans cette genèse-là que s'est inscrit le programme.
Donc aussi en amont, donc avant vraiment de faire naître ce programme de diagnostic, on a initié, donc ça fait plus écho au premier webinaire qui a eu lieu dans ce cadre de convention entre le réseau E-France et le réseau national des chasseurs. Donc on s'était inscrit, la Fédération des chasseurs du Gers, dans un programme de recherche-action avec des partenaires aussi bretons. Donc on était deux sites pilotes, la Bretagne et le Gers, pour vraiment retravailler sur l'amélioration des connaissances, surtout sur la fonctionnalité en termes d'accueil de biodiversité que les haies pouvaient remplir, et sur l'aspect aussi de régulation microclimatique. Donc sur ces, je ne vais pas du tout rentrer dans les résultats, tout le cadre de ce programme de recherche-action, mais finalement, en 2023, on est arrivé dans le cadre de ce programme de recherche-action à deux conclusions qui nous ont permis de structurer vraiment tout notre accompagnement local. On arrive à la conclusion que pour maximiser de manière générale les services rendus, notamment en termes d'accueil de biodiversité, il fallait à la fois qu'on ait une trame fonctionnelle, donc c'est-à-dire un réseau qui va être donc un réseau arboré suffisamment dense et connecté pour permettre justement que le niveau de fonctionnalité soit rempli. Et ça, donc du coup, le premier indicateur qu'on utilise pour évaluer finalement cette fonctionnalité à l'échelle du territoire, c'est le grain bocager. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, il a été présenté lors du premier webinaire. Et donc ensuite, on s'est rendu compte que la deuxième composante, c'est-à-dire que tant bien que même on a un réseau, donc c'est le cas notamment dans la Creuse, un réseau qui est plutôt bien présent, plutôt bien constitué, si derrière on n'a pas un bon état écologique de ce réseau, donc là on zoome finalement et on fait le lien vraiment sur la gestion, si on n'a pas derrière ce bon état écologique des structures en tant que telles, on ne remplit pas pleinement les fonctions. Donc c'est là qu'on s'est dit, il faut s'emparer d'un second outil qui nous amène un gros bagage de connaissances derrière sur vraiment la gestion qui est pratiquée sur les éléments pour évaluer plus finement les fonctionnalités qui sont remplies en aval. Donc là, voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là que s'inscrit, nous, notre programme de diagnostic départemental qui a donc été lancé en 2023. Donc on a profité pleinement des fonds verts pour déposer ce programme dont on est porteur, mais il y a tout un consortium d'acteurs qui est inclus en partenariat dans cette initiative. Ça s'inscrit aussi dans le cadre aussi d'un plan d'action en lien avec l'initiative, donc c'est Tronc commun. Là, c'était plus, donc c'était une initiative par Arbre Paysage 32 en appui justement que la Fédération des chasseurs du Gers, le CAUE sur la genèse, on va dire, où justement Tronc commun au niveau de notre département, ça a plus vocation à travailler justement sur cette synergie finalement d'acteurs pour vraiment travailler sur les problématiques de fond, travailler aussi plus sur les aspects réglementaires. Donc on s'est dit, voilà, pour vraiment appuyer ces initiatives, ce gros consortium d'acteurs qu'on a localement, on a vraiment voulu, nous, pour notre part, piloter ce programme de diagnostic départemental pour vraiment réapporter des données objectivées sur l'état des linéaires sur notre département. Donc dans ce programme, on va dire, il y a deux gros blocs. Il y a une première grosse phase qui a été réalisée donc, sur l'année 2024 sur la phase de diagnostic. Et là, du coup, on va rentrer tout doucement là, sur cette fin d'année, début d'année 2026, sur la phase vraiment de diffusion et d'animation autour de tout ce qu'on a pu apprendre à travers ce diagnostic de terrain. Donc, je reprends la parole. Merci Gladys pour vous présenter la méthodologie du diagnostic qualitatif des haies. Donc on a presque fait la même chose en Creuse et dans le Gers. Donc on a utilisé une méthodologie qui est dite de Terrici-Lucas, donc qui est une méthodologie de relevé aléatoire et non par placette, ce qui nous permet d'avoir un diagnostic qui a une qualité statistique plutôt fiable. Donc l'objectif est donc de placer des mailles régulièrement sur l'ensemble de la Creuse. Donc vous pouvez voir la carte à gauche avec les 195 mailles du territoire sur le territoire creusois. Donc ces mailles étaient réparties en Creuse euh, tous les 6 km en abscisse et 4,5 km en ordonnée. Et chacune des mailles, comme vous pouvez voir un zoom à droite, fait 1,5 km de longueur et en hauteur 500 mètres. Dans chacune de ces mailles, il y a 10 points. 10 points répartis en deux lignes de 5 points. Et la particularité en Creuse, pour maximiser le nombre de linéaires à inventorier, on a accroché ces points à la haie la plus proche.
Donc, je crois qu'il n'y a qu'une ou deux mailles où il n'y avait pas du tout de haies. Donc, même si on a de la forêt, on a du bocage un petit peu partout sur le territoire, même sur le sud, sur le plateau de Mille Vaches que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et donc, en accrochant ces points, ces deux lignes de 5 points à des haies, on a cassé la statistique, ce qu'on ne savait pas à l'époque. Et donc, on a continué notre diagnostic comme ça. Dans le Gers, ils n'ont pas fait cette erreur et donc ils ont gardé une qualité statistique fiable et Gladys vous le présentera juste après. Et donc, autour de chaque point, donc les points, vous ne les voyez pas, vous voyez juste les tampons où toutes les haies contenues dans ces tampons là, de 50 mètres de diamètre ont été inventoriées, même lorsqu'elles dépassaient. Donc, on a inventorié les haies, pareil, sur la totalité de leur linéaire, même lorsqu'elles dépassaient le tampon. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Donc, ça nous a représenté 3966 haies d'inventoriés. Donc, ça, le chiffre n'évoluera pas. Par contre, donc 400 km de haies, ce qui représente un petit peu plus de 1% du total du linéaire et on a mis à peu près une journée par maille. Donc, on avait pris un stagiaire en master à l'époque. Donc, avec lui, j'avais inventorié ces différentes mailles et ces 400 km de... On reviendra avec la présentation de Gladys. Ça permettra d'éclairer encore un peu plus cette méthodologie. Donc je continue. Ce qui a été considéré comme haies, ce sont des linéaires composés soit d'arbres, soit d'arbustes, soit de semi-ligneux ou un mélange des trois. Des linéaires de moins de 20 mètres de large. Donc on n'a pas considéré les bosquets ou les bandes boisées dans ce diagnostic. Et une haie était scindée en deux s'il y avait une trouée de plus de 20 mètres ou un changement d'orientation, on va dire de plus de 30 degrés. Ce sont des indicateurs pareils qu'on retrouve dans le PGDH, comme les indicateurs qu'on a relevés par la suite. Donc, dans les grands types d'indicateurs, et je ne vais pas les détailler ici, Gladys, pareil, a une présentation un peu plus détaillée des indicateurs. Vu qu'ils ont fait une V2 de notre diagnostic, c'est plus abouti. Mais globalement, on va retrouver les typologies de haies que vous pouvez retrouver dans le référentiel national des typologies du réseau E-France. La physionomie, donc tout ce qui est ourlet herbeux en base, âge, continuité, etc., etc. Les essences, alors les essences, ce sont les essences dominantes qu'on a relevées. Donc les essences présentes à plus de 1/8 dans la haie. Et puis on a relevé également les pratiques d'entretien, si elles étaient plutôt dégradantes ou également signes de valorisation, ainsi que la situation de la haie dans le paysage. Et donc, pour les relevés de terrain, qui est une phase qui prend beaucoup de temps dans ce diagnostic, en tout cas qui nous a pris beaucoup de temps, on a utilisé l'outil QField, qui est l'outil embarqué Android de QGIS. Et donc, on a tous ces critères que je viens de vous présenter, on les a détaillés dans un formulaire de saisie. Et donc, lorsqu'on allait sur une haie, on notait le linéaire directement sur le terrain. Donc, on crée directement le linéaire sur le terrain. Et cet outil, il est plutôt intéressant parce que connecté à Internet, on peut avoir des fonds de cartes. Avec la position GPS, on voit également où est-ce qu'on se trouve assez précisément par rapport au tampon. Et donc, on peut faire nos relevés directement de manière précise. Recréer la haie sur le terrain, ça prend vraiment quelques secondes. Et ensuite, les critères, selon si on les retrouve d'une haie à l'autre, on peut les enregistrer dans l'application. Et donc, ça prend vraiment très peu de temps. Sinon, on doit tous les renoter un à un. Donc, vous avez une petite vue sur les deux images de droite de QField. Donc, à la fois la vue avec un fond de carte en photo aérienne ou Google Maps. Ça, on peut mettre les mêmes qu'on retrouve dans QGIS. Et puis le formulaire de saisie à droite qui est vraiment, vraiment très pratique et qui permet d'être très efficace sur le terrain. Ce qui prend du temps, c'est le déplacement à pied d'une haie à l'autre.
comme bien souvent, et puis les déplacements d'une maille à l'autre. Pour notre part, vu qu'on a un territoire qui est très bocagé, en général, le matin, on posait la voiture à un endroit, on faisait la moitié de la maille à pied, et le midi, on pique-niquait, et puis on reprenait la voiture pour aller sur l'autre côté de la maille. Et ça se fait vraiment très vite. Pour finir sur ma partie, parce qu'un des objectifs aussi de cette étude qui, a- qui peut servir à plein de choses différentes, donc je vous avais notifié nos objectifs en début de webinaire, en début de présentation, ça nous a aussi permis d'avoir une vue sur la qualité en creuse de la BD Topo, donc de la BDE. Donc c'était dans sa première version et donc ce qu'on s'est rendu compte après une analyse cartographique de la DDT, parce qu'on a travaillé avec la DDT aussi sur des compétences qu'on n'avait pas en interne, il s'est révélé que 30% du linéaire inventorié dans la BD Topo était absent lors de nos relevés de terrain et qu'à contrario, 30% du linéaire inventorié sur le terrain n'était pas présent dans la BD Topo. Donc, il y a différents cas qui peuvent expliquer ces absences et ces présences. En Creuse, l'arrachage est assez peu présent. On en a très peu constaté sur le terrain. Par contre, tout ce qui est groupe d'arbres isolés de deux arbres, et également des linéaires qui sont approximatifs avec une densité de haies forte, ont amené certainement ces écarts. Voilà, je vais laisser la parole à Gladys pour la suite sur la méthodologie. Gladys, je ne sais pas si tu as mis ton micro. J'allais dire, non, excusez-moi, j'allais dire donc je vais pas forcément faire une redite parce que globalement c'est quand même très fortement inspiré de la méthodologie de la Creuse. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça peut se faire finalement sur n'importe quel territoire, n'importe quelle échelle, et je pense que c'est aussi la pertinence de cet outil de diagnostic. Donc globalement on est parti sur la même méthodologie, c'est-à-dire toujours ce système de mailles qui sont équitablement réparties sur le territoire. Donc nous on est également parti sur l'échelle départementale. Donc pareil, équidistance entre les mailles et au sein de chaque maille, toujours ces 10 points équitablement répartis aussi au sein de la maille. Peut-être la petite subtilité effectivement qui a eu sur le département du Gers, c'est qu'autour de ces points, on avait donc appliqué un tampon. Et du coup, dans la sélection des haies, donc la couche source, c'était également la baie des copeaux, qui présentait effectivement un certain nombre d'incertitudes. Je pourrais revenir dessus plus tard dans la présentation des résultats. Mais on a vraiment, donc, dans l'échantillonnage, retenu les haies, par contre l'ensemble du linéaire de haies qui était finalement comprise dans ce tampon. Donc voilà, donc ça c'est le résultat, on va dire, ce plan d'échantillonnage sur le département. Donc effectivement, on a constaté un petit écart entre notre prévisionnel et notre réalisé. Je vais plus vous présenter rapidement la partie plus réalisée. Donc on a eu donc 230 mailles qui ont été échantillonnées sur 244 initialement. Pourquoi l'ensemble des mailles n'ont pas été échantillonnées? Tout simplement parce que on va dire le diagnostic est tombé au mauvais moment. Nous, on est passé par une stratégie, entre guillemets, comme beaucoup de mailles étaient quand même sur du domaine privé, en accord, enfin, en lien avec la Chambre d'agriculture, on a abouti au fait de faire une communication à l'ensemble des agriculteurs qui étaient concernés par ces, euh, par cet échantillonnage. Il y a eu quelques refus, parce que finalement, on ne pouvait pas imposer finalement ce passage sur le domaine privé. Donc, on a eu quelques refus, voilà, 14 sites où on a eu des refus d'exploitants. Donc, globalement, on a pu quand même mener à bien l'échantillonnage, mais il y a quand même quelques mailles qu'on n'a pas pu échantillonner. Donc, sur ces mailles-là, donc, il y avait effectivement un certain nombre de haies détectées par la BD Topo qui n'étaient pas présentes. Donc, ou erreur de détection ou arasement de la haie.
Donc c'est là qu'on voit aussi la pertinence d'utiliser l'outil QField qui finalement, de manière assez simplifiée, permet sur le terrain de corriger la baie des topos, d'avoir une couche qui est beaucoup plus propre à l'issue du diagnostic. Donc pour vous donner un petit peu quelques références chiffrées, parce que je pense que ça pourra vous aider pour vous projeter sur vos territoires. Donc nous, sur notre territoire, c'est un territoire de 600 à 625 000 hectares à peu près. On a une densité qui est beaucoup plus faible que sur la Creuse, à peu près 2 fois moins, on va dire, de haies, au moins, même un peu plus de 2 fois moins de haies par maille en densité. Pour autant, on n'a pas passé 2 fois moins de temps parce que on a moins de haies, mais on a plus de distance entre nos haies. Donc finalement, on a quand même passé beaucoup de temps. Il y a eu 301 km de diagnostiqués et ça a représenté 236 jours de terrain pour cette partie. Donc pour la présentation des indicateurs, je ne vais pas les développer dans le détail puisque ça prendrait beaucoup trop de temps et ce n'est pas forcément l'objet de ce webinaire. Je vais juste quand même vous les balayer rapidement. Donc on a eu vraiment, donc c'est très inspiré quand même des indicateurs qui sont présents dans le plan de gestion durable des haies. De toute façon, on est reparti de cette base et des indicateurs aussi qui avaient été pris dans le diagnostic de la Creuse. Donc on avait pas mal d'indicateurs dans un premier temps pour surtout détailler la situation des haies dans le paysage. Donc, on a relevé les réseaux présents, les interfaces. Donc, on a vraiment distingué dans notre bloc QField avoir l'interface côté A et l'interface côté B pour vraiment derrière pouvoir pousser l'analyse en fonction justement de la gestion. Donc, là, c'est peut-être la petite subtilité aussi qui avait été apportée. L'orientation par rapport à la pente qui a été reprise, la position topographique, qui sont plus là des indicateurs hydro. Et on a la position au sol qui a également été récoltée sur le terrain. Ensuite, donc toujours plus sur la partie structure de la haie. Donc là, on a la continuité du couvert qui a été reprise, la continuité des étages. Donc là, on a vraiment voulu conserver la continuité par grande strate, on va dire, grande strate d'étages. On a rajouté la largeur. Donc là, c'est aussi la petite subtilité, si je dis pas de bêtises, par rapport à la creuse. On a vraiment voulu garder la largeur à la fois de l'embase et la largeur du pied. Les deux nous semblaient pertinentes, notamment si derrière il y a une volonté d'utiliser ces données par rapport à des protocoles de suivi biomasse. Ça peut être pertinent d'avoir les deux indicateurs. Donc nous, on a pris le parti de relever les deux. Ça ne prend pas spécialement beaucoup plus de temps sur le terrain et ça peut être utile par la suite. Ensuite, donc sur la composition, donc on avait la typologie basique qui a été relevée localement. La partie ensuite, plus donc sur la composition, l'appareil composition exhaustive, on n'a pas fait par tranche, vraiment on va dire, par densité d'espèces présentes. On a vraiment relevé toutes les espèces. Et il y avait la notion aussi d'abondance, de représentativité des espèces qui étaient aussi comprises dans notre formulaire QField. On a relevé à la fois ligneux et espèces aussi semi-ligneuses. Ensuite, sur la partie plus composition, toujours, les ourlets ont été relevés. On a vraiment fait par contre toujours attention à bien rattacher l'ourlet à un numéro. Il y a toujours l'ourlet A, pouvoir mettre en lien la présence de l'ourlet avec l'interface en question. Donc il y a la largeur de l'ourlet A et la largeur de l'ourlet B. Les micro-habitats qui étaient également relevés. La présence de lianes, si toujours classique comme sur le plan de gestion durable des haies. Les pratiques d'entretien, donc là, bloc très important du diagnostic. Donc les facteurs de dégradation, là, on n'a rien réinventé, tout simplement. On a repris la liste des facteurs de dégradation qui sont repris dans le plan de gestion durable des haies. Sur la partie, on a un bloc plus par rapport aux pratiques de renouvellement. Donc là, l'idée, c'était plus de mesurer parce qu'on sait que c'est une problématique sur notre département qu'on commençait à pressentir, c'est qu'il y avait finalement pas forcément, il y avait de la gestion, mais pas vraiment de la gestion de renouvellement. C'est-à-dire ce qui est entendu comme de la gestion aujourd'hui sur le VERS, c'est beaucoup ces pratiques, on va dire, d'entretien d'emprise, qui ne sont pas forcément des pratiques qui permettent le renouvellement vraiment et le renouvellement de la haie. Donc là, on a plus créé un bloc par rapport à des pratiques, on va dire, plus de gestion durable pour voir si c'est présent ou non sur la haie en question étudiée. La présence de bois d'œuvre, le cycle de pousse aussi qu'on a relevé qui peut être pertinent pour mettre en lien derrière avec des protocoles plus d'estimation de biomasse.
Et enfin, on a relevé aussi, ça c'est peut-être un petit peu plus complexe, on s'est rendu compte, c'est la question de l'âge, où là on a gardé par classe, donc l'âge pour les CP d'arbustes, l'âge pour les CP d'arbres, et l'âge pour les catégories de futaies. Donc en fait, juste pour conclure sur cette partie-là, une fois qu'on a construit vraiment ces indicateurs en ressources d'acteurs, principalement avec un repaysage 32, parce que on a fait donc une grosse partie des diagnostics de terrain en interne. On avait deux personnes à la Fédération Chasse qui faisaient ces diagnostics de terrain, mais on a aussi un repaysage 32 qui ont participé sur certaines mailles pour les diagnostics. Donc on a vraiment travaillé ensemble pour redéfinir vraiment toutes ces classes et surtout avoir une lecture commune de ces différents indicateurs. Donc, ça demandait un petit temps au début pour se caler sur la lecture qu'on pouvait avoir de ces différents indicateurs ensemble. Peut-être juste pour compléter sur la méthodologie et méthode, Catherine, tu peux peut-être toucher un mot par rapport à l'étude biomasse qui vient un peu boucler en fait cette méthodologie où aujourd'hui on arrive à des indicateurs qui sont assez complets, concis et pertinents. C'est-à-dire que l'idée n'était pas de passer trop de temps à relever tous les indicateurs du plan de gestion, mais suffisamment pour pouvoir traiter des données intéressantes. Bah, c'était une de mes objectifs dans mes questions, justement. Donc, alors, il y a eu pas mal de questions sur la répartition des points, sur la méthodologie utilisée. Alors, déjà, ben, je peux compléter, hein. Donc, effectivement, je l'ai mis dans le chat. Donc, dans le cadre la méthodologie d'étude de gisement qui a été présentée la semaine dernière avec l'ADEME, donc, on a rédigé de manière détaillée, statistique, comment répartir les points et comment identifier le cercle pour pouvoir les capter, donc la diversité. Donc, voilà, vous êtes partagé cette méthodologie, donc vous pourrez la retrouver. Mais donc, effectivement, les points, il faut qu'ils soient bien régulièrement répartis. Et pourquoi, dans la Creuse, ils ont cassé la statistique? C'est parce qu'en fait, en allant cherchant des haies pour avoir le plus de haies à caractériser, en fait, ils ont cassé la répartition aléatoire des points, qui fait qu'en fait, on a la meilleure représentation statistique de la diversité du territoire. Donc, le calcul qui doit être fait pour avoir cette fiabilité, c'est la surface qu'on va couvrir, hein, par rapport à la surface du territoire total. Et donc, c'est là qu'il faut trouver le bon compromis entre la taille, le nombre de points à la taille des cercles, pour ne pas non plus que ça soit trop chronophage. Parce qu'en fait, passer d'un point à un autre, c'est quand même relativement lourd. Voilà. Donc, les points sont bien régulièrement répartis par bloc de 10. Et ensuite, on fait un cercle pour capter au sein de ces points-là. Donc, on prend une partie des points, les haies qu'on va diagnostiquer. Et ensuite, donc, le proxy qu'on prend, c'est le linéaire. Et donc, si on retrouve un linéaire qui est juste dans nos points par rapport au linéaire calculé par rapport à la BDE, ben, ça nous permet d'avoir le niveau de fiabilité de notre méthodologie. Voilà, donc tout sera expliqué dans le diagnostic là, gisement pour pouvoir bien caler votre méthodologie statistique. Donc du coup, je ne sais pas dans les points que j'avais. Donc effectivement, donc toi qui as travaillé sur les deux méthodologies, Florentin, qu'est-ce que tu as comme données qui t'ont manqué pour faire l'étude biomasse qui t'aurait fallu dans l'étude de biodiv que vous avez faite, qui aurait dû être, enfin, voilà, pour que les gens aient bien en tête peut-être le croisement des deux approches. Notamment, nous, on avait, comme l'a dit Gladys, et dans le Gers, ils l'ont séparé, on n'avait pas la largeur d'embase pour chacune des haies. En fait, on avait la largeur d'embase pour les haies à plat, donc qui sont une grosse majorité des haies qu'on a sur la Creuse. Mais après, pour les haies sur talus, talus-marches, etc., ou en creux, on n'avait pas la largeur d'embase. Donc, on l'a assez vite rajouté en commentaire, donc ce qui nous a quand même permis d'avoir cette largeur d'embase quasiment sur toutes les haies. Et ensuite, dans les largeurs de haies, on a aussi la largeur à 2 mètres de haut, qui permet d'avoir un peu plus de vue sur le gabarit de la haie. Cumulé à la largeur du houppier qu'on avait bien, on aurait pu avoir des données plus fiables sur le cubage. Pareil sur la largeur des houppiers, on avait 3 catégories, même sur la largeur de la haie au pied. En fait, c'est moins de 1 mètre, 1 à 2 mètres et plus de 2 mètres. Et en fait, on pourrait peut-être mettre 2 à 3 mètres et plus de 3 mètres pour réussir encore une fois à catégoriser plus finement les largeurs d'embase. Je
pense que c'est les. Je sais pas si tu en vois d'autres, Catherine, mais Et je il y pense a que aussi, c'est. en fait, à la typologie, elle est, donc c'est la typologie générale, mais du coup, donc on a proposé d'ajouter le nombre de houppiers par rapport, non, non, de houppiers, le nombre d'arbres de Auger dans les Oui, typologies de taillis ou futés pour pouvoir et savoir si le taillis était développé ou pas, donc pour pouvoir mieux proportionnaliser aussi le volume éventuellement productif. il y a aussi caractériser le volume des CP sous les OG, parce qu'en Creuse, Ah, vous allez le voir juste après, dans les typologies, on a beaucoup d'arbres de OG qui ressortent. Et donc, on ne pouvait pas, dans l'étude de gisement, passer à côté de ces arbres de OG, et notamment sous ces arbres de OG, en général, il y a de la CP. Et on aurait besoin de savoir comment les développer, en fait, au niveau statistique. Donc, c'est voilà, des petits points à rajouter, et justement, qui, dans cette méthodologie finale, normalement, sont présents. donc voilà, ça peut permettre de faire d'une pierre deux coups, puisque le temps, c'est quand même de passer sur le terrain, c'est ça qui est important. Donc ça, c'était une question que j'avais. Est-ce que vous avez êtes capable d'estimer le nombre de mailles que vous faisiez par jour ou le nombre de points pour donner un peu une idée? Donc sachant que Gladys, vous faisiez plus de relevés d'indicateurs, est-ce que pour toi, ça correspondait, enfin, est-ce que c'est le temps était plus long ou est-ce que finalement le temps, c'est d'abord de changer de point? Donc voilà. Oui, je pense là-dessus, parce que nous, on était parti quand on a fait le montage de projet, on était parti sur la même estimation que la Creuse. Il me semble que c'était 1 jour et demi à 2 jours par maille, Florentin, que vous aviez Moi, c'est estimé. un jour par maille. Donc, Ouais, c'était. ben nous, on était parti un jour et demi par maille. Et au final, dans les faits, ça a été globalement ça. Bon, ce qui est complexe, c'est qu'au début, on avait une seule personne qui faisait le terrain. C'est très rude pour une seule personne. Je crois que la personne suit d'ailleurs le webinaire, donc je pense qu'on l'a peut-être pas trop traumatisé, ça va. Mais globalement, à la fin, ils étaient deux. Et à deux, ils faisaient presque 4 mailles par jour, quoi. Donc globalement, on est dans cet ordre-là, quoi. Une maille et demie à 2 mailles par jour, quoi. Sachant que grosso modo, sur un paysage assez dense, dans les PGDH, on est autour de 30 à 40 haies par jour. Et nous, c'est ce qu'on avait remarqué sur le terrain, sachant que le PGDH, bah, les haies se suivent hein, sur l'exploitation, sur le plan de gestion durable des haies, alors que nous, on avait les zones de transition entre les haies. Et c'est sûr que ça prend vraiment du temps. En Creuse, on n'a pas un paysage avec un relief extraordinaire, donc c'est collinéen, donc les haies sont relativement bien accessibles. Dans des paysages un peu plus montagnards, ça pourrait être les haies, si elles sont plus difficilement accessibles, ça pourrait aussi prendre un peu plus de temps. Ouais. Et Et puis nous, c'est toujours pareil, c'est l'échelle aussi départementale. Nous, il y avait beaucoup de temps aussi pour aller sur les sites. Tout Donc à fait. globalement, quand on est sur des échelles un peu plus petites aussi, là, je pense que le temps sera beaucoup moins important aussi. du coup, alors je ne sais pas si c'est la personne qui a fait le travail pour. Donc, il y a une réponse, Oui. Barbara Rode, c'est ça? Donc, elle Rodez. met 15 à 20 haies par jour seule et jusqu'à 30 à 2. Voilà, donc sur la réponse que je ne peux pas partager puisque c'est dans les questions et réponses. Voilà. Et donc, du coup, j'avais une autre question parce que, et la dernière, donc finalement, oui, effectivement, donc sur le GER, vous avez décidé d'aller quand même plus finement sur certains indicateurs qui sont quand même assez chronophages, en particulier les essences, puisque vous aviez décidé de prendre la relevée de toutes les essences et avec abondance, dominance, alors que du côté de la Creuse, ils sont allés sur les essences les plus dominantes. Donc, est-ce que ça n'a pas demandé plus de temps de relever? Est-ce que c'était pas plus compliqué parce qu'il faut les identifier toutes? Et ça veut dire qu'il faut parcourir la haie, alors que peut-être si on n'a pas cette donnée qui est précise, on peut le faire de manière plus lointaine et donc passer moins de temps. Ouais, c'est vrai que ça, avec le recul, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps. Ça a son intérêt aussi. Enfin, nous, c'était surtout pour la fonction biodiversité au début. Ça nous intéressait vu qu'on est aussi sur vraiment le tout début des réflexions par rapport à l'aspect filière. On sait que ça peut aussi avoir son intérêt de savoir un petit peu avoir une idée des densités des différentes essences qui sont présentes. Donc, ça prend du temps, effectivement. Ça demande de faire le linéaire dans son entièreté. Ça pourrait peut-être être effectivement simplifié, même si à terme, c'est vrai qu'on se retrouvait plus ou moins avec les mêmes gros morphotype, on va dire, de haies avec des essences qui globalement se retrouvaient tout le temps. Donc, à force, je pense qu'il y avait un gain de temps qui se faisait, mais au début, c'est sûr que je pense qu'il y a un temps plus important à ce niveau-là. Très bien. Alors, il y a une question qui vient d'être posée, donc je la pose et je vais répondre en direct. C'est le pourcentage minimum de inventorié pour avoir un résultat significatif représentatif.
Donc, ce n'est pas une question de pourcentage de haies, mais de surface inventoriée proportionnellement à la surface du territoire. Dans tous les cas, donc là, vous verrez dans la méthode, on considère qu'on a un niveau de fiabilité à 5% d'erreur. Et là, on considère qu'on est bon à moins de 5% d'erreur. Donc là, on considère qu'on est bon. Et donc en Creuse, on était à 3% d'erreur suite, en fait, pour l'étude de gisement, on a une stagiaire qui a repris les mailles, les points, les zones tampons, qui les a replacées aux bons endroits, qui a fait un relevé par photo-interprétation s'il y avait des complémentaires. Et donc, on arrivait à 3% à l'échelle d'erreur à l'échelle du département. Donc, niveau statistique, en replaçant les points aux bons endroits, on était bon. On est bon. Je vais vous laisser. Donc oui, vous avez bien tous les deux utilisé la BDE en support que vous êtes venu corriger. Donc c'est bien le support utilisé. Et ça permet aussi de voir le niveau de fiabilité de la BDE, puisque la statistique que vous allez apporter va permettre de la corriger aussi, quoi. Et pour la question qui vient d'être posée, on va vous présenter les résultats et comment ils ont été présentés sur les territoires Bon, et je vais comment a prendre été la main. transmis le document. Mais en tout cas, nous, l'OFB nous finançait, donc on leur a bien transmis le document en tout cas. Oui, parce que donc du coup, peut-être quand même pour répondre à cette question, en fait, cette méthodologie, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir la reproduire de nouveau dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et de voir l'évolution. Donc c'est une méthodologie qui est statistique. Donc si vous regardez tous vos points et toutes vos données, vous pouvez reproduire la même méthodologie dans 10 ans et voir l'évolution. Donc ça, c'est aussi un point intéressant. On commence à y réfléchir d'ailleurs. D'accord. Donc ça a été fait d'ailleurs en Bretagne. C'est comme ça qu'ils ont pu faire l'évaluation de Brest-Bocage par deux périodes à équidistance de 20 ans. Bon, ben, je vous laisse la parole. Et bah pour finir sur la dernière question sur les relevés de terrain, nous, ça s'est déroulé sur un an, globalement. Il y a eu des relevés au printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver. Notre stagiaire a même fait des relevés en hiver dans la neige sur le plateau de Mille Vaches. Et on l'a pas forcé on l'a pas fouetté pour qu'il avance plus vite, bien évidemment. On a essayé de l'accompagner au mieux, mais il était très volontaire pour ça. Et des retours qu'il m'en a fait, ça se passait bien. Peu importe les saisons. Après, voilà, pour les essences et les dégradations. Bah, c'est comme un plan de gestion durable. Moi, quand j'ai fait un plan de gestion un coup, l'agriculteur est passé quelques semaines après mon passage sur le plan de gestion et effectivement, mon évaluation avait changé. Donc, on essaye d'être au plus juste avec une vision large, mais il y a forcément des choses qu'on ne peut pas voir, même en passant au pied de la haie. Sinon, pour les dégradations, etc., ça se fait bien. Et puis, on a aussi, on connaît le matériel qui est sur le territoire et l'œil se travaille bien. On avait été formé par Catherine, justement, à toutes ces déterminations de critères. Sachant que l'objectif maintenant, c'était que les territoires puissent former d'autres acteurs, ce qui est en cours, puisque la Creuse a formé le Gers et le Gers est en train de former les Landes, à ce que j'ai compris. Je vous laisse poursuivre. Merci. Alors pour les résultats, donc pareil, je ne vais pas vous présenter tous les résultats. Globalement, ils ont été présentés à beaucoup d'acteurs qui interviennent sur la Creuse. On a décidé de faire des pôles thématiques. Donc, par exemple, il y avait un pôle qui regroupait plutôt les acteurs agricoles, les acteurs de l'eau, les collectivités, etc., etc. Donc, ça a dû être présenté en gros à une soixantaine de personnes et de structures différentes. Et à la fin de mes résultats, vous comprendrez où est-ce que ça nous a amené. Donc, sur les résultats pour le territoire creusois, on s'est rendu compte qu'on avait, malgré toutes les typologies, on a pu regrouper en fait faire des grandes typologies pour simplifier notamment les présentations. On se retrouve avec à peu près 50% est libre de pousser en hauteur et une 29, donc ça fait 40, presque 50% aussi, en fait 45% de haies contraintes en largeur et en hauteur, avec ou sans arbre de Auger. Donc on a des haies libres et on a des haies taillées sur trois côtés globalement, sur la Creuse quasiment à 50-50.
On a pu aussi traiter par rapport aux interfaces. Donc, la moitié des haies se trouve entre des parcelles. Beaucoup, 44%, sont en interface avec une infrastructure linéaire, donc voirie, route, des chemins, voire des lignes SNCF. Il y a quand même 6% qui sont en interface avec un cours d'eau. Donc c'est un chiffre qui est assez important. Puis après, les 1%, c'est voilà, quelques typologies avec du bâti, du bois et compagnie. Globalement, ça nous a permis de cibler les gestionnaires avec les types de haies. Donc, en fait, en bordure des infrastructures linéaires, 61% des haies sont taillées au carré, contrairement en intraparcellaire, donc entre les parcelles, où 58% des haies sont libres et 37% sont taillées au carré. Et contrairement au cours d'eau, où 90% des haies sont libres. Donc derrière, ça nous a permis, en présentant ça aux différents acteurs aussi, de commencer à cibler les interventions selon les publics qu'on pourra faire par la suite en termes de sensibilisation, de formation, de montée en compétences, etc. Ou de valorisation. Ou de valorisation. Euh, Ça, c'était très intéressant et très parlant aussi dans la phase de sensibilisation, de faire le lien entre la typologie, voire l'entretien qui est fait, hein, parce qu'une haie taillée sur les trois côtés, sur les trois faces, plutôt, est une haie qui a sa forme liée à son entretien d'emprise. Et donc, on a un bocage qui présente énormément de chênes, de noisetiers, également de pruneliers. Et on voit que dans les haies taillées trois faces, on retrouve énormément de pruneliers, par exemple d'aubépines, qui sont un peu moins présentes dans les haies libres. Et souvent, vous le savez, le prunelier, la ronce, ce sont pas forcément les alliés, ou du moins, ils n'ont pas forcément une bonne presse auprès du monde agricole ou des gestionnaires de bord de route. Et donc, faire le lien entre cette gestion et la présence de ces essences-là, dominantes dans la haie en plus, hein, donc, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment fortement présentes à plus de 1/8 dans la haie. Ça a été pareil, une porte d'entrée pour aller vers la suite, vers la mobilisation du territoire et la compréhension de notre bocage. Et puis dans les diapos que je vous ai sélectionnés dans les différentes analyses qu'on a fait, hein, vous aurez une diapo sur les ressources. Le diagnostic est disponible sur le site internet du CPIE dans l'onglet E. Il y a les dégradations. Et donc, ça a pu mettre en avant le vieillissement dégradant. C'est-à-dire qu'on a un bocage qui est vieillissant et globalement, hein, à plus de 80%, mais 43% des haies ont un vieillissement avancé, on va dire, qui va amener à leur destruction, quoi, disparition à moyen terme, à court et moyen terme. Les tailles d'exploitation mal faites à l'époque étaient très peu représentées sur le territoire, comme l'entretien des abords de la haie, donc brûlage des rémanents, épareuse sur le talus, etc. Par contre, l'entretien courant dégradant concerne 83% des haies. Donc c'est vraiment énorme. Je crois que c'est 92% des haies qui ont au moins un de tous ces facteurs de dégradation. Et puis, ce qui concerne l'élevage, eh ben, en fait, c'est pas le piétinement ou l'abrutissement par le bétail qui amène une dégradation des haies, en tout cas de forte importance, mais plutôt la présence de clôtures dans les arbres. Alors, ça dégrade pas directement la fonctionnalité de la haie, mais par contre, c'est une entrave à son renouvellement et au maintien de son bon état écologique. Donc ça, c'est le traitement qu'on a fait vraiment par indicateur et on a essayé dans la présentation, de présenter également par rapport aux critères qui amènent la fonctionnalité de la haie. Par exemple, en base, on sait qu'aujourd'hui, qu'une haie fonctionnelle doit faire au minimum 2 mètres de large. Et donc, nous, en Creuse, on a 61% des haies, 61% des haies qui font moins d'1 mètre de large. Et notamment le deuxième critère sur l'ourlet enherbé. Alors, l'ourlet enherbé, quand il est en prairie permanente, est considéré comme continu, hein, faisant plus d'1 mètre de large. Et donc, on a pu traiter avec les données du RPG et avec l'aide de la DDT les haies
qui avait un ourlet de moins d'1 mètre de large en interface avec une culture. Et on s'est rendu compte que en interface avec une culture, 67% des haies avaient un ourlet enherbé de moins d'1 mètre de large. Donc même si les cultures ne sont pas forcément très présentes en Creuse, ça a tendance à augmenter. Et donc il y a une sensibilisation et un accompagnement à faire des agriculteurs vers la préservation d'un ourlet enherbé de largeur suffisante. Ensuite, quelque chose qui nous préoccupe beaucoup en Creuse et qui a certainement permis que les acteurs se mobilisent vers la valorisation, je vous en parlerai après, ce sont ces deux résultats. Donc le graphique de gauche, c'est l'âge des haies échantillonnées. Donc mature, c'est si le stade de maturité enfin, si le stade de maturité des cépées ou des arbres, donc qui n'est pas le même, était atteint. Vieillissant, on est voilà, sur le stade de maturité qui est dépassé. Et bien sûr, le stade de maturité ne va pas durer très longtemps, certainement une dizaine ou une douzaine d'années. Donc les haies matures vont passer assez rapidement dans la partie vieillissante. Donc on va se retrouver rapidement avec 80-90% des haies qui seront vieillissantes sur le territoire creusois. Et ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir plutôt de la mixité des âges, notamment des arbres, dans les haies. Et donc aujourd'hui, ça représente que 10% du linéaire avec 1% de haies considérées comme jeunes. Et derrière, le graphique de droite, on a fait un lien avec ce vieillissement et les typologies, notamment les typologies de haies libres et les typologies de haies taillées sur les trois faces. Et donc, on se rend compte que les haies taillées sur trois faces, elles le sont à peu près depuis 60 ans, sont déjà, elles, vieillissantes, avec des brins qui s'arrachent à la main facilement, qui tombent tout seuls. Donc, on peut aussi corréler un lien entre un entretien dégradant sur ces haies taillées au carré avec un vieillissement prématuré. Et je vous rappelle, ça représente, c'est taillé au carré, c'est à peu près 50% des haies sur le territoire creusois. Donc on a beau avoir 35 000 km de haies sur le territoire creusois, il y en a au moins 50% qui sont dans un état vraiment préoccupant. Donc vous retrouverez le rapport du diagnostic sur le site du CPIE, donc vous tapez CPIE Pays Creusois sur un moteur de recherche. Il y a un onglet et le rapport est directement téléchargeable. Et lors de ce projet, on avait également réalisé des vidéos de présentation du diagnostic, de la gestion durable, de l'aspect paysager aussi et biodiversité donc ces vidéos sont disponibles sur le YouTube du CIUE de la Creuse et je les utilise régulièrement en formation ou en sensibilisation sur le terrain. Gladys, je te laisse présenter vos résultats. Merci Florentin. Donc globalement des résultats qui étaient, on va dire, sur le fond assez similaires sur le Gers, avec quelques petites spécificités tout de même. Pour la partie typologie, donc là j'ai vraiment regroupé là, par grande classe. Globalement, on s'est rendu compte qu'on avait 82% de taillis sous-futés. Ça nous a interpellés quand même parce que derrière, ça laisse présumer aussi des conclusions qui peuvent être tirées. Nous, ce qu'on a pressenti, je veux bien, Florentin, que tu mettes la diapositive suivante, c'est qu'il y avait certainement en fait aussi un biais par rapport justement à la définition de la BD topo. Donc c'est vrai, quand on reprend vraiment la définition de la haie, on voit qu'une haie est une formation linéaire comportant des arbres, des arbustes, des arbrisseaux sur au moins 25 mètres de long, sans interruption de plus de 20 mètres, sur une largeur donc inférieure à 20 mètres, dont la hauteur potentielle est supérieure à 1,30 m. Donc c'est vrai que nous, on l'a constaté sur le terrain, par exemple, tout ce qui était haies résiduelles, haies jeunes ou de colonisation, typiquement, souvent n'était pas détecté. Donc l'erreur aussi peut-être qu'on a fait, c'est de systématiquement pas forcément rajouter, c'est-à-dire qu'il aurait fallu peut-être prendre ce tampon qu'on avait appliqué dès le départ, et quand on était sur le terrain, quand on constatait des formations ligneuses qui n'avaient pas été détectées, à ce moment-là, les prendre en compte dans notre échantillonnage, ce qui n'a pas forcément été fait systématiquement. Donc on pense qu'il y a quand même sûrement une sous-représentation des haies qui sont donc dans ces typologies que j'ai pu citer. Aussi le fait que dès le début, je ne l'ai pas redit au niveau de la méthodologie, mais nous, donc sur la couche BD topo, on a fait un nettoyage au début, on a
enlever les linéaires, parce qu'il y a quand même pas mal de petits bouts de haies qui font 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Donc on s'est dit, on va nettoyer la couche en enlevant quand même tous ces petits linéaires, mais on a appliqué un seuil où on a enlevé tout ce qui faisait tous les tronçons qui faisaient moins de 50 mètres, on les a enlevés. Donc c'est vrai que peut-être qu'en faisant ça, quelque part, on a pu aussi faire sauter des haies qui étaient en lambeaux ou des haies résiduelles, quoi. Donc là, il y a peut-être aussi une amélioration à apporter en termes de méthodologie par rapport à ce que nous, on a pu faire sur le département du Gers. Donc sur la partie gestion, donc là par rapport aux interfaces qu'il y avait sur au moins on va dire un côté de la haie, principalement donc nous c'était beaucoup de culture. On le sait sur le département du Gers, on est un des départements les plus ruraux de France, donc c'est vrai qu'on avait beaucoup de culture, pas forcément, enfin, on avait principalement des cultures, moitié moins de prairies. Donc là, en fait, ce qui nous intéressait, c'était déjà de pouvoir pressentir en fonction de l'interface avec quel gestionnaire on allait devoir travailler par la suite pour restituer ces résultats. Donc là, principalement, on sait qu'il y a quand même une grosse part de haies dont les gestionnaires sont principalement des agriculteurs. On avait quand même une bonne partie des linéaires qui avaient été détectés, qui étaient des haies de bord de cours d'eau. Une partie à peu près similaire en bord de voirie, que ce soit des voiries routes ou voiries chemin. Donc là, d'ores et déjà, voilà, on sentait qu'il y avait plusieurs gestionnaires à aller sensibiliser, d'où le fait de co-construire derrière une animation qui sera cohérente par rapport à ces résultats. Et là, je pense qu'encore une fois, on s'inspirera de la Creuse et de leurs ateliers thématiques. Donc par rapport vraiment aux pratiques, on va dire, aux facteurs de dégradation, donc nous, ce qui nous a déjà alerté, c'est que en termes vraiment de dégradation, je reprendrai après, j'ai une diapositive qui reprend par type de dégradation, ce qui était déjà premier au résultat, c'est qu'on avait 70% de nos haies échantillonnées qui présentaient au moins un facteur de dégradation. Donc déjà, ça laissait apparaître une grosse problématique qu'on avait pressentie. Et à côté de ça, par contre, il y a très peu de haies. Donc là, la tendance s'inverse. Il y a à peu près la même proportion, donc 70%, enfin 71% des linéaires, où on a constaté aucune pratique de renouvellement, on va dire, aucune intervention de renouvellement de la haie. Il y a finalement très peu de pourcentage de linéaires où on a pu constater des interventions comme des élagages ou des interventions de régénération naturelle, etc. Donc par rapport aux facteurs de dégradation, principalement ce qu'on a retrouvé sur le département, c'est l'usage de l'épareuse. De toute façon, on le savait, culturellement parlant, on est beaucoup sur une culture d'entretien par gestion d'emprise. Mais sauf que voilà, donc souvent l'usage de l'épareuse n'est pas forcément fait de la bonne manière, c'est souvent fait sur des gros brins où l'outil est utilisé vraiment beaucoup trop en profondeur dans la haie, donc on constate vraiment des éclatements sur les linéaires. On avait pas mal aussi d'usage de lamiers dégradants avec systématiquement des chicots qui restaient où il n'y avait pas derrière ces reprises de coupe. Donc ça, c'était plutôt sur les bords de voirie. Je veux bien la prochaine diapositive qui va appuyer ces propos. Où là, on a remis, en fait, ce qui nous a interpellé, c'est qu'au début, justement, quand on avait vu les résultats de la Creuse, on s'attendait à avoir finalement quand même un effet assez marqué, un lien entre finalement le facteur de dégradation et l'interface. On s'est dit, voilà, on a vu effectivement qu'au niveau de la Creuse, ils avaient constaté qu'il y avait voilà, des facteurs de dégradation qui étaient propres à certains types d'interfaces. Nous, finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas tellement d'effet d'interface, c'est-à-dire qu'on soit finalement en bord de route, en bord de culture, en bord de prairie ou en bord de cours d'eau, quasiment systématiquement, on retrouve cet entretien dégradant à l'épareuse. Là, c'est la partie violette là qu'on retrouve, on a regroupé l'épareuse entre les ligneux, où là, c'est plus un principe d'enfreindre le renouvellement par régénération de la haie, et vraiment de l'épareuse latérale qu'on retrouve vraiment principalement, et ça, peu importe l'interface qu'on va pouvoir avoir, c'est-à-dire que même les haies qui sont en bord de cours d'eau, où on a quand même par rapport à la BSAE, l'ourlet en herbe qui est présent, même sur ces linéaires, on a quand même un entretien bien présent et très dégradant d'usage d'éparose.
Donc ensuite, autre fonctionnalité plus sur lequel on a voulu porter notre attention, c'est plus par rapport à la fonction hydrologique. On est sur le département du Gers, un des départements les plus touchés par les problématiques d'érosion des sols. Donc c'est vrai que pour nous, il y avait quand même une importance à avoir une petite attention sur les indicateurs qui pourraient nous permettre de mesurer l'efficacité, on va dire, de redirection du chemin de l'eau sur les parcelles en pente. Donc on s'est rendu compte que il y a quand même déjà, un premier problème, c'est qu'il y avait un très faible taux de connectivité, enfin un taux de connectivité entre les haies. Donc là, comme je disais, on en revient à l'indicateur finalement de réseau. On a beaucoup de haies qui sont déconnectées les unes de l'autre, où là, bah, on n'est pas du tout dans cette logique de redirection du chemin de l'eau. On a très peu aussi de haies, enfin une faible part de haies qui sont finalement perpendiculaires à la pente. Donc c'est vrai que sur cette fonction vraiment de haies bloquantes, on a finalement très peu de haies qui vont qui vont avoir cette fonctionnalité-là. Et autre problématique, c'est que nous, on n'est pas forcément non plus sur une culture où on a spécialement de haies sur talus. On l'a remis, donc là je l'ai remis sur un des graphiques. On avait seulement 8% des haies échantillonnées où il y avait la présence de talus avérés, et on avait aussi très peu de présence de fossés. Donc là, ça nous laisse d'ores et déjà présager du fait qu'il y aura un travail à approfondir, déjà une sensibilisation à faire sur parce qu'on sait que c'est quand même une fonctionnalité qui attire une grande attention sur le département. Donc on sait que ça pourra être un levier pour commencer à enclencher finalement ce discours vraiment de la gestion, que ce soit bah, par la question de l'aménagement, mais aussi par rapport à la question de l'amélioration de la gestion des linéaires qui sont d'ores et déjà en place sur le département. Alors, il y a peu de questions sur les résultats eux-mêmes en finale, mis à part des questions sur comment on identifie l'âge des haies, qui est des points que tu as fortement présenté, Florentin. Donc, je ne sais pas si tu veux y répondre quand même un petit peu plus détaillé que d'aller voir le guide. Ouais, bien sûr. Non, non, mais je renvoyais vers cette ressource parce que c'est assez pratique. Même dans le document de pied de haie, ce qu'on utilise en formation, c'est bien illustré. Bah, globalement, on regarde le dépérissement, l'âge des CP d'arbustes, d'arbres et d'arbustes, de tout ce qui est sous forme de CP, voir si on a dépassé un stade de maturité. Donc, on a des diamètres qui sont très important et où le recépage sera moins vigoureux, la repousse après recépage sera moins vigoureuse, surtout si on a beaucoup de bras morts, si la CP s'étiole, etc. Et dans les arbres de Auger, eh ben, on regarde différents critères comme la descente de cime, la quantité de bois mort, enfin voilà, c'est l'état sanitaire global. Et donc, quand l'arbre était vraiment très dégradé, on mettait en plus que la végétation était dépérissante, donc ce qui donnait ces 43% de haies qui ont une végétation, un dépérissement avancé, en fait, un vieillissement avancé. Et puis après, pour le stade de jeune ou mature, eh ben, on se positionnait par rapport aux critères de gestion durable. Je ne sais pas si ça répond précisément à la... Après, il faut aller dans le détail, effectivement, des observations. Et comme tu l'as dit, sur les guides, il y a pas mal de choses qui sont bien décrites. Merci. Alors moi, il y a une question là qui sont en train d'apparaître, qui me semble intéressante. Est-ce que vous avez pu croiser ces données d'état des haies ou de diagnostic des haies avec une situation de système agricole présent? Par rapport à l'occupation du sol et les liens entre système agricole et état des haies. En Creuse, en fait, on a tellement de prairies, et notamment de prairies permanentes, prairies temporaires, enfin, on a très peu de culture. Alors, au-delà de l'ourlet, on n'a pas fait un croisement plus poussé sur le département de la Creuse. Mais on a bien croisé avec le RPG, donc c'est quelque chose qu'on pourrait faire par la suite. Après, ben, vous avez quand même vu qu'il y avait un front d'arrivée de culture hein, qui viennent un peu Ouais, tout à fait. du nord, De nord-est et Creuse, ouais. qui a une influence forcément sur alors plus la présence de haies que leur, enfin, bien sûr leur état, mais puisque l'état c'est un peu général, mais plutôt sur la densité de haies et le risque de disparition. Mais bon, c'est vrai que Ouais. c'est quand même très variable chez vous.
Je sais pas, C'est vrai que Gladys. si Oui. pour compléter, c'est vrai que là j'ai représenté que des résultats à l'échelle vraiment d'une analyse départementale qui pour moi pour le moment est trop grossière et va être affinée. C'est-à-dire que là on a prévu de relancer là cette fin d'année une analyse vraiment par entité paysagère, donc plus par rapport à des grosses entités qui ont des systèmes agricoles différents. Typiquement par exemple on a le sud qui est il y a beaucoup plus d'élevage, le nord très céréalier, l'ouest très viticole. Donc on s'est dit qu'on allait vraiment redécouper, on va dire ce gros pool de données par gros type d'entité, on va dire, agricole, parce que là, je pense qu'à une échelle aussi grande qu'une échelle départementale, il y a forcément des effets qui sont masqués. Donc là, on ne pourra pas descendre jusqu'à une échelle aussi fine que, par exemple, que la commune. Ça, pour nous, par exemple, c'est pas forcément pertinent. Mais par contre, à l'échelle de grosses entités géographiques ou d'intercommunalité, ça, pour nous, ça nous semble pertinent pour aller chercher les élus derrière. C'est des analyses qui méritent d'être approfondies. Ouais, tout à fait. Nous, on s'était posé la question de le traiter sous forme des éco-paysages, mais pour rien vous cacher, les compétences en interne, et notamment en SIG étant limitées, on n'a pas pu aller aussi vite et aussi loin que ce qu'on aurait espéré. Donc, il y a un moment, si dans 5 ans, on peut reproduire ce diagnostic, aujourd'hui, on arrive à s'entourer un peu mieux pour avoir ces compétences et aller au bout de nos ambitions. Mais là, c'est un premier projet, donc il y a quelques cases vides, effectivement. Alors, donc peut-être les éco-paysages, c'est quelque chose qui parle pas à tout le monde. Donc, c'est un outil méthodologique qui a été créé par l'INRAE de Rennes, donc les mêmes qui ont travaillé sur le grain bocager et qui en fait permet d'établir en fait par l'occupation du sol des caractéristiques synthétiques enfin, de la grande tendance voilà, de systèmes agricoles. Et donc, comme ça se fait par des fenêtres glissantes, vraiment, ça permet d'identifier les grandes tendances de valorisation de la SAU et donc derrière des systèmes associés. Donc, ça peut permettre de croiser ces éléments-là de manière vraiment cartographique avec des éléments d'état des. Je pense que effectivement, c'est une approche qui est intéressante à croiser. Donc, et aujourd'hui, donc, ils ont fait cette cartographie des écopaysages à l'échelle de la France entière, mais suivant ce que enfin voilà, vous devez descendre à des échelles inférieures si vous voulez faire des croisements de ce type-là, parce que chaque échelle devra avoir son traitement particulier. Donc on peut descendre sur la traduction des écopaysages jusqu'à l'échelle de la petite commune, mais ça veut dire qu'il faut refaire tourner le modèle. Voilà, puisqu'en fait, vous n'allez pas avoir les mêmes macros à grande échelle qu'à une échelle de petite commune. Mais c'est quelque chose qui peut effectivement être intéressant à regarder. Au niveau des modifications climatiques et l'impact que ça pourrait avoir sur des essences, nous, on n'a pas travaillé, en tout cas, précisément ce point-là. Je ne sais pas si dans le Gers, vous avez des Non. choses spécifiques à ce point-là. Et sur le diagnostic sociétal, la perception de la haie très rapidement pour ce qu'il en ressort, c'est que la haie, elle est chère à toutes les personnes du territoire, y compris les agriculteurs. Que s'ils tiennent les haies au carré, c'est parce qu'ils prennent soin de leurs haies. Et donc, ils n'ont absolument pas envie de les arracher, mais de les préserver sous ce modèle-là. Il y a la perception notamment du propre qui rentre en jeu. Et puis aussi, on a creusé d'où venaient ces hauts carrés, donc certainement en partie d'un plessage qui était très présent sur le territoire à une certaine époque. Et donc les pareuses, en arrivant petit à petit à garder cette forme qui tous les 8-10 ans était plessée, la systématiser avec son entretien d'emprise. Mais globalement, les gens sont attachés aux haies sur le territoire et n'ont pas envie que le linéaire dépérisse, même si bien sûr il y a des endroits, il y a trop de haies pour certains, et que l'entretien est très coûteux, prend beaucoup de temps. C'est quelque chose aussi qui ressort. Mais les grandes tendances, c'est des choses aujourd'hui qui sont même connues au niveau national. On retrouvait ça sur le territoire creusois. Et du coup, donc, je sais que dans la Creuse, vous avez aussi utilisé une méthodologie qui est portée par donc AgroParisTech, qui s'appelle la méthodologie patrimoniale. Ouais, l'audit patrimonial, tout à Voilà. fait. Donc là, on en a refait un deuxième cette année sur un petit territoire, l'audit patrimonial, mais lors de ce premier diagnostic départemental, c'est une classe en formation d'AgroParisTech qui est venue faire du coup un mini audit, donc c'est condensé sur une semaine, où une classe d'étudiants débarque sur le territoire,
On avait bien travaillé la problématique avec eux, donc la question à laquelle répondre. Alors, je suis désolé, je ne l'ai plus en tête exactement, mais c'est quelles conditions et moyens pour la préservation du bocage creusois, par exemple. Et donc ensuite, il y a une grille, la grille IDPA. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous renverrai cette grille et puis je peux vous renvoyer quelques compléments aussi sur l'audit patrimonial. Et donc, ces étudiants vont auditer un panel d'acteurs du territoire en leur posant à chaque fois les mêmes questions. Et donc, l'objectif est d'avoir des réponses franches et larges et ne pas juger ces questions. Et la particularité de l'audit patrimonial, c'est que lors de la restitution, toutes les personnes auditées sont présentes. C'est limité aux personnes auditées. Et ce qui est restitué, c'est leurs paroles, exactement. Donc, c'est un PowerPoint d'une centaine de diapos où le PowerPoint est lu. Et en fait, ça agrège toutes les paroles des personnes. Ça ne les reformule pas, quoi, pour que tout le monde s'y retrouve et puisse avoir une vision du patrimoine des personnes auditées. Donc, bien sûr, l'objectif est d'avoir un panel de personnes le plus important possible avec une représentativité de toutes les types de personnes, tous les types d'acteurs qu'il y a sur le territoire. Alors, bah, j'ai deux dernières questions. Alors, la première, c'est une qui vient d'être posée. C'est vous aviez fait l'un et les autres des liens entre le diagnostic avec les notes biodiversité et éventuellement le grain bocager et des données espèces faune, flore que vous auriez pu relever. Donc, est-ce que vous avez pu faire le rapprochement entre vos diagnostics et ces éléments? Euh, je peux commencer, Gladys, si tu veux bien. Donc nous, on a fait on a appliqué la note PGDH, la note biodiversité qu'on retrouve dans le plan de gestion durable des haies, donc il dit que globalement sur la Creuse, c'est moyen partout, avec quelques zones où c'est un peu critique, mais globalement pas de top niveau au niveau de cette note-là. Et après, sur la partie plus biodiversité, en fait, on est en train de retravailler le diagnostic avec une optique plus fonctionnalité, pour faire ressortir vraiment les fonctionnalités des haies, et notamment par rapport à la biodiversité. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas creusé à l'échelle de la Creuse, mais qu'on a déterminé sur un petit territoire où on a utilisé ces données pour amorcer une dynamique plus importante sur un territoire creusois qui est le bassin de Gouzon, qui est une entité paysagère. Et donc c'est là où on a refait un audit patrimonial pour voir comment vraiment mobiliser un petit territoire autour de l'enjeu commun de la haie. Pour l'instant, dans le global, au niveau de la Creuse, on n'a pas creusé ces points de biodiversité. Et Gladys? Pour le Gers, on n'est pas encore dans cette phase d'animation, donc c'est vrai qu'on a déjà, pareil, on a fait l'évaluation biodiversité pour toutes les haies par rapport au score biodiversité qui est repris dans le plan de gestion durable des haies, donc même méthodologie. Si ce n'est que bah, nous, il y a quand même un gros biais parce que globalement, les haies, il y a quand même beaucoup de haies qui ressortent en bon état pour la capacité d'accueil de biodiversité, justement parce qu'on a cette forte représentation des haies justement de taille essoufflée. Donc de base, il y a pas mal de points qui sont au maximum parce que bah, il y a quand même plusieurs strates, il y a une diversité d'essences, etc. Donc on a, je pense, une surévaluation globale. Donc là, ce sera intéressant encore une fois de redescendre dans l'échelle pour refaire tourner l'évaluation de biodiversité. Et le croisement avec le grain bocager, il va être prévu, mais plus quand on va entrer dans cette phase d'animation au niveau de l'entrée intercommunalité, parce qu'on a déjà, pour la plupart des intercommunalités, produit le diagnostic grain bocager. Donc, il y a déjà un travail qui est entrepris avec eux où il y a eu cette analyse à l'échelle des intercos. Donc là, par-dessus, on va pouvoir réamender avec justement les scores biodiversité. Mais on n'est pas Et encore dans cette phase. bien, bah, ça permet d'introduire la conclusion et en même temps, bah, je vous pose ma dernière question que vous pourrez mettre dans votre conclusion, c'est comment ces diagnostics ont été reçus sur les territoires et comment vous pensez que ça permet d'ouvrir les dialogues. Merci. Euh, Alors, sur les perspectives, donc nous, en Creuse, donc on a fait 9 réunions de présentation, donc je vous disais, à des groupes d'acteurs thématiques.
Et les résultats ont été questionnés, mais n'ont pas été remis en cause. Et donc, quand il y avait des questions, on expliquait la façon dont on a eu d'interpréter les résultats et même de relever sur le terrain. Et ce qui est assez formidable, donc ça n'a pas été remis en question, il n'y a pas d'acteurs qui ont levé un drapeau rouge en disant on ne veut pas entendre parler de ça. Non, non, au contraire, ça nous a permis de répondre à un premier AMI issu des Assises du bois et de la forêt, où on avait mis une trentaine de partenaires autour de la table, des partenaires aussi bien agricoles, enfin des partenaires qui ont de l'impact sur le bocage comme des partenaires du bois et de la forêt. On n'a pas été lauréat de cette AMI, parce qu'il y a eu que un ou deux lauréats en Nouvelle-Aquitaine, et donc notre projet était trop loin, je pense, de la forêt pour être lauréat. Mais par contre, quand le premier appel à projet du pacte, donc animation à la plantation et à la gestion durable des haies, est sorti, on était prêt pour y répondre avec un consortium donc de 8 acteurs. Alors j'avais remis les logos des 8 acteurs, mais ils apparaissent pas là, c'est pas grave. Il y avait donc la Fédération des chasseurs, la Chambre d'agriculture, le groupement des agriculteurs bio, le CAUE, le CPIE, la LPO, la Fédération des CUMA, et j'en oublie un, et je m'excuse. Et donc, ces acteurs, au moment du dépôt du dossier, soit agissaient déjà sur le volet plantation. Donc là, ils ont déposé chacun de leur côté le volet plantation. On a déposé la partie gestion durable ensemble. Et donc, sur la gestion durable, à part la Chambre d'agriculture qui faisait déjà des PGD-SAF et de l'accompagnement à la plantation, les autres structures comme le CEN, c'est le conservateur d'espaces naturels que j'avais oublié, souhaitaient monter en compétence sur la gestion durable et aussi sur le label E, parce que le CPIE est référent local et référent régional pour le label E. Et donc, en fait, il y a eu ce consortium d'acteurs. Il a permis à certains de monter en compétence, à tous de monter en compétence sur la gestion durable avec une formation qu'on a mis en place. Et d'ailleurs, c'est une formation qui a aussi été mise en place par la FNC et le réseau E-France. Et donc, on nous a permis d'utiliser ces contenus-là, et je vous en remercie, pour former les acteurs creusois. Et donc, certains, aujourd'hui, sont auditeurs du label E, se forment au plan de gestion durable et accompagnent des agriculteurs. Et notamment, le pacte leur a permis de réaliser des diagnostics, des pré-audits, des plans de gestion, etc. Mais en tout cas, ça a mobilisé des acteurs autour vraiment du sujet de la gestion durable. Et en parallèle, par rapport à l'appel à projet sur la structuration de filières de valorisation durable de la haie, donc porté par l'ADEME, on y a répondu. Sur le syndicat Est-Creuse, donc 2 EPCI de l'Est de la Creuse, en consortium de 4 acteurs, pour travailler sur cette étude de gisement dont on vous a parlé pendant le webinaire, mais également sur la gouvernance autour de la haie, sur des méthodologies de dialogue territorial pour avancer sur la structuration de filières de valorisation, parce qu'on s'est rendu très vite compte avec tous les acteurs que clairement, si on voulait amener les gestionnaires vers la gestion durable des haies, il fallait pouvoir valoriser la matière qui serait issue de cette gestion durable. Donc, on était d'accord pour que ça soit une filière autour du label haie. Et donc là, c'est encore en cours de structuration. Et donc, ce premier appel à projet, notamment celui sur la structuration de filière, nous a était plutôt bien financé. On a répondu avec une forte ambition et donc beaucoup de jours. Et ça nous a permis de mettre en place donc, cette étude biomasse et de consolider la méthode qui a été présentée la semaine dernière avec le syndicat du Paléon et le réseau E-France. Par la suite, aujourd'hui, on a déposé vendredi dernier la réponse à l'appel à projet de la DRAF, donc encore dans le cadre du pacte en faveur des haies, alors qu'il a perdu pas mal de plumes en cours de route, mais on a quand même déposé deux projets, un sur plutôt la gestion durable des haies et un sur la structuration de filières de valorisation. Et globalement, ça regroupe environ 10 structures. Donc, on a à la fois des collectivités. Cette fois-ci, on a les producteurs de la Marche, qui est une coopérative euh, de, une coopérative d'animaux, enfin de valorisation de viande.
et encore le CAUE, la Chambre d'agriculture, etc., etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cet après-midi, ma collègue Chloé, donc ça, on a pu faire grossir l'équipe au CPIE avec toute cette demande, hein. On est très sollicité. Aujourd'hui, on arrive sur le territoire à une cinquantaine de pré-audits de réaliser au label E, 8 agriculteurs, 8 gestionnaires certifiés, une volonté forte d'agriculteurs de créer une filière de valorisation et ils ont envie de se mobiliser dedans. Alors bien sûr, il y a 3000 agriculteurs en Creuse et aujourd'hui, on en touche une part qui est assez infime, mais en tout cas, on est sur ce diagnostic qualitatif. Ce premier projet nous a permis de dérouler assez sereinement avec tous les acteurs. Et un marqueur que m'ont fait remonter mes collègues, c'est que donc on est porteur, le CPIE est porteur de ces projets, de ces appels à projets en chef de file. Et donc les structures nous font pleinement confiance dans ce cadre-là. Et je pense que le diagnostic, la façon dont on a eu de le traiter, de le présenter, d'intégrer les acteurs et de vouloir bosser avec tout le monde, donc c'est-à-dire avoir cette thématique complexe, multi-acteurs, et bien de la prendre dans sa globalité, de sa complexité. Ça nous permet d'avoir aussi une confiance sur le territoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des embûches sur le chemin, mais en tout cas, aujourd'hui, on fait des formations avec la Chambre, on intègre le label E, la gestion durable, on accompagne des agriculteurs et c'est très positif pour notre territoire. Gladys, je te laisse présenter ta partie. Ouais, merci Florence. Pour le Gers, enfin très rapidement, je reprends pas forcément trop les constats, mais globalement, on a des haies qui sont très dégradées, un gros risque de perte de fonctionnalité. Donc là, on s'est dit, il y a rapidement quand même urgence à enclencher sur deux aspects. À la fois la question de la protection. Donc là, sur cette question-là, on a surtout prévu de travailler sur le porter à connaissance auprès des élus pour travailler sur l'intégration de ces données dans les documents d'urbanisme. Donc là, notre porte d'entrée, ça a surtout aussi été le grain bocager pour ça, mais ça va venir finalement en complément réapporter des données de terrain dont les élus ont cruellement besoin pour la composition de leurs documents d'urbanisme. Et on veut aussi enclencher en même temps sur l'aspect de la gestion. Donc là, il y a un gros travail commun à faire sur l'aspect de sensibilisation, pas rester qu'à de la sensibilisation, mais vraiment, comme le disait Florentin, aller pleinement sur cet aspect d'accompagnement des gestionnaires, qu'ils soient publics ou privés, parce que on l'a constaté sur notre département, c'est pas qu'une question de gestionnaires privés, donc il y a intérêt à travailler sur ces deux domaines-là sur le même front, et de vraiment se servir de tous les bagages finalement déjà existants, que ce soit le plan de gestion durable des haies, le label haie, pour finalement appuyer sur cette question de la promotion des pratiques d'entretien durable. Donc j'ai envie de dire, la stratégie, le socle, il était finalement commun entre la Creuse et le Gers. Après, la stratégie qui a été déclinée peut être un petit peu différente, et ça, je pense qu'elle sera différente aussi sur vos départements. L'idée, c'est vraiment aussi que ça s'adapte aux contextes locaux, aux dynamiques que vous allez pouvoir avoir déjà de présence sur votre territoire. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu cette stratégie de construire d'abord le diagnostic pour derrière se servir du diagnostic comme un socle pour construire la suite. C'est-à-dire que nous, on a plutôt pris le parti de tout mener de front, c'est-à-dire qu'on savait par avance qu'avec ce travail de diagnostic départemental, on partait pour une grosse année de terrain. Donc on s'est dit, on va profiter en même temps de cette année pour commencer à vraiment tisser un réseau d'acteurs. Et pour tisser ce réseau d'acteurs, on n'a pas voulu justement conserver cette échelle départementale parce qu'on a déjà quelque part le consortium d'acteurs, enfin de structures qui sont impliquées sur cette question de la gestion durable, il est existant. Et c'était déjà une force pour nous. En 2023, ce socle, il existait déjà. On a notamment Arbres et Paysages qui sont très très dynamiques aussi sur ces questions. Donc on a déjà ce consortium, mais derrière, on s'est dit, il faut vraiment construire un tissu plus local. Et là, on s'est vraiment servi plus de l'entrée de l'intercommunalité, où là, en plus, on a ce gros programme de diagnostic départemental où l'échelle était départementale. Et derrière, on a déposé pas mal de programmes à l'échelle d'un PNR, par exemple. Donc là, on s'est servi de l'entrée du grain bocager. Le grain bocager, il a été produit sur tout le territoire du PNR, donc c'est 6 intercommunalités au sud de notre département, où là, derrière, on a pu
avec la porte d'entrée du grain bocagé, commencer à sensibiliser les élus sur la question de la gestion durable de l'arbre. Donc derrière, on va pouvoir enclencher maintenant avec les données du diagnostic pour aller encore plus loin, pour leur montrer que derrière, il y a la question de la gestion à traiter. On a un programme où on a déposé aussi, on est structure technique d'accompagnement d'un GI2E. Donc là, il y a une dizaine d'agriculteurs qui sont dans ce GI2E qui a été constitué à peu près en même temps qu'on a lancé le programme de diagnostic départemental. Ça va être des agriculteurs pionniers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer justement pour aller plus loin sur la question de la démonstration de la gestion durable. On a aussi un programme qu'on a en lien donc, avec la Chambre d'agriculture et le département. C'est un programme qui est plus porté sur une intercommunalité très touchée pour la question de l'érosion. Donc là, pareil, sur ce programme-là, on a plus des acteurs autour de la thématique de l'érosion qui sont intégrés dans cette logique. Donc on va pouvoir aller enrichir par ces données qu'on va pouvoir avoir récoltées de terrain localement. On a aussi une intercommunalité au nord, là, celle qu'on a en jaune, où là, on a profité du pacte en faveur de la haie, pareil, pour aller chercher. Donc, il y a 12 plans de gestion durable des haies qui vont être réalisés sur cette intercommunalité, qu'à la base, on avait été chercher sur la question du grain bocager. Ils étaient en pleine révision de leur PLUI, donc on a produit l'étude du grain bocager. Et derrière, justement, pour donner une suite, ce que les élus ont pu, on a vraiment fait une quarantaine de réunions à la base, où on a eu quasiment tout autant d'élus qui se sont saisis de cette thématique et qui derrière ont voulu une suite. Donc la suite logique de ce diagnostic du grain bocager, ça a été justement de se dire on enclenche maintenant sur cette question de la gestion durable. Donc c'est pour ça que derrière on a retissé un petit réseau d'agriculteurs pour aller mettre en place des plans de gestion durable des haies. Et le programme sur lequel je voulais conclure, que je vais développer rapidement après, on a monté donc un programme, c'est le programme Trame verte en Pays d'Armagnac. Donc là, c'est à l'échelle, donc on est partenaire d'un PETR, donc c'est 4 intercommunalités qui sont dans comprises dans ce zonage. Et finalement, donc ce programme, il a été déposé en même temps que le programme de diagnostic départemental, donc c'est sur le même pas de temps, où là, on avait, on va dire, 6 gros blocs. On avait le bloc vraiment de la connaissance, où là, justement, on a pu produire, le grain bocager, il a été produit sur les 4 intercommunalités. On va pouvoir amender ce bloc de connaissances par les données de terrain qu'on a produit dans le cadre du diagnostic départemental. Et derrière, il y a plein de déclinaisons opérationnelles qui sont prévues. Il y a du temps qui est prévu justement dans tout ce qui est accompagnement des élus dans justement l'intégration des haies dans les documents d'urbanisme. Donc là, à la fois ce bloc grain bocager et ce bloc connaissance de l'État va nous permettre d'amender les documents d'urbanisme. On a la partie accompagner formée, où là on a du temps de prévu pour aller notamment former les gestionnaires de bord de route, de bord de cours d'eau, qui sont intégrés au consortium d'acteurs de ce programme. Derrière, on va pouvoir aussi, on a prévu de travailler sur la question de la mise en place de plans de gestion durable des haies. Ça, c'est pareil, on a du temps qui est prévu pour mettre en place des plans de gestion durable des haies et accompagner jusqu'à la labellisation sur ces territoires-là. Et on a aussi la question de la valorisation qui va commencer à être traitée. C'est un sujet qui est nouveau chez nous, qui fait peur. Donc il y a un grand intérêt justement à retravailler un petit peu sur cette diversité de valorisation qui peuvent être intégrées, travailler sur cette notion de local, parce qu'aujourd'hui, la notion de valorisation, nous, n'est pas du tout intégrée dans un contexte local. Principalement, quand je vous ai parlé en introduction des coupes à blanc, c'est souvent du bois qui est exporté dans des départements voisins pour aller alimenter des grosses chaudières de cogénération. Nous, la notion de valorisation locale n'existe pas du tout ici. Donc l'idée, c'est vraiment de se servir de ce socle commun du diagnostic départemental et des constats qu'on va pouvoir avoir fait dans ce diagnostic de terrain pour derrière pouvoir amener toutes ces pistes de réflexion et avoir l'opportunité, grâce à ces programmes territoriaux, de pouvoir aller jusqu'à de l'accompagnement pour aller concrétiser cette mise en place opérationnelle. Voilà, c'est tout. Il me semble que c'est tout pour moi. C'était ma dernière. Ouais, on n'a pas de diapo. Merci à toutes. Merci à tous. Merci. En tout cas, vous avez tenu les délais. Je ne sais pas si Maïva, tu veux faire une conclusion pour remercier. Oui, alors, je remets ma vidéo, c'est tout bon. Merci à toutes et tous d'être venus à ce webinaire, d'avoir participé et surtout merci à Gladys et Florentin d'avoir fait ces présentations qui, je pense, elles ont suscité beaucoup de questions, par exemple, comme on a pu le voir, mais qui ont été surtout très, très intéressantes. Et n'hésitez pas à les recontacter si jamais vous avez des questions, je pense qu'ils sont assez disponibles. Si vous avez encore des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas, ou même si vous voulez développer ça sur votre territoire, allez les voir surtout. Merci aussi à Catherine d'avoir géré toute cette partie animation des temps de questions-réponses. C'est pas ce qu'il y a de plus évident dans un webinaire.
Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir participé. On se retrouve dans 3 semaines, je crois. Dans 3 semaines pour un troisième webinaire. Donc pareil, vous serez sûrement informés par mail. Donc n'hésitez pas à venir aussi nombreux qu'aujourd'hui en tout cas. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Et merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.